l'information sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine dans l'actualité en Côte d'Ivoire. Les décideurs africains réunis à Abidjan depuis ce matin pour l'Africa CEO Forum. Le continent est à l'heure du progrès. L'événement devrait faire émerger des solutions pour repenser les relations entre les puissances publiques et le secteur privé. Un nouveau deal pour accélérer le développement sur le continent. Et puis de l'économie à l'énergie culturelle du continent africain par le balafon. Nous parlerons du patrimoine de l'UNESCO, un symbole culturel qui bat encore au rythme des traditions ivoiriennes. C'est nous faut, un héritage à faire vivre et qui révèle tous ses secrets dans ce journal. Et puis dans l'actualité internationale, les États-Unis et la Chine s'accordent pour baisser fortement les droits de douane punitifs de 115 points de pourcentage, un accord temporaire de 90 jours. Gouvernance économique, amélioration du climat des affaires, dialogue public-privé, accélération de l'application du marché africain de libre-échange. Le contexte économique du monde fédère les économies africaines au 12e Africa CEO Forum à Abidjan sur le thème « Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes en faveur du continent ?» Une rencontre d'échange et d'engagement en présence de 6 chefs d'État, dont le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il a appelé à des stratégies pour porter la prochaine génération de champions africains et pour un nouveau pacte entre gouvernants et secteur privé. Et à ce propos, nous retrouvons Alexis Ouedraogo sur place. Bonjour Alexis, vous avez assisté à l'ouverture. Que retenir pour cette mi-journée ? Bonjour Marine Cognan, c'est bien le rendez-vous de cette semaine ici à Abidjan, l'Africa CEO Forum, qui ouvre ses portes au Sofitel Hôtel Ivoire pour cette rencontre du secteur privé africain. Quelques 3000 participants, des hommes d'affaires, des investisseurs, des partenaires au développement. La cérémonie a démarré sur la projection fictive d'une conversation WhatsApp avec l'Union africaine, les différents États africains qui entre autres, se plaignait de l'absence de ressources de capitaux sur la scène internationale. Il fallait donc se retourner vers le continent, que le continent puisse appuyer sur ses ressources en vue de son développement. C'est tout l'esprit de cette rencontre qui réunira pendant donc 48 heures tout le continent africain et même au-delà, autour de conférences, de débats de haut niveau, de panels. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part à la cérémonie d'ouverture. À ses côtés, plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Ce rendez-vous devrait permettre, avec ces différents panel, de travailler à la mutualisation des efforts de développement sur le continent. Ce sera d'ailleurs l'objet du panel des premiers ministres, des chefs de gouvernement cet après-midi. Je rappelle que le président Alassane Ouattara a accordé à la mi-journée donc une série d'audiences à ses homologues présents ici à Abidjan. Face aux défis de ces dernières années, le continent est décidé à se lever et à parler d'une même voix pour son développement. Je vous laisse écouter le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son mot introductif de cette rencontre. La Côte d'Ivoire est particulièrement heureuse d'abriter la 5e fois cette prestigieuse plateforme dédiée au dialogue entre les secteurs publics et privés. L'Afrique subit de plein fouet ces crises. L'accès au financement est fortement réduit et de nombreux pays sont à proie à l'insécurité sous les menaces permanentes de groupes terroristes, tandis que d'autres sombrent dans l'instabilité politique, accentuant chaque jour un peu plus les souffrances des populations. Malgré ce contexte mondial incertain, la Côte d'Ivoire fait preuve de résilience et poursuit une dynamique de croissance forte et soutenue, établie à 6% en 2024 et projetée à 6,25% en 2025. L'inflation est maîtrisée et devrait se stabiliser autour de 3% en 2025, bien en deçà de la moyenne régionale, je dirais même continentale. Alors je souhaite que cette grande rencontre d'Abidjan soit un moment de vérité et d'engagement, réunissant les décideurs publics et privés pour concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées à nos réalités, en vue de faire émerger la prochaine génération de champions africains. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, lui, à la mi-journée, a
accorder des audiences notamment à plusieurs de ses homologues, mais aussi aux différents partenaires au développement. Et je veux rappeler que ce forum est un espace d'échange qui permet réellement de mettre ensemble les solutions qui pourront propulser le développement de l'Afrique. Et voilà un événement donc autour des relations entre puissances publiques et privées pour le développement de l'Afrique. L'événement se poursuit jusqu'à demain ici en Côte d'Ivoire à l'Hôtel Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent d'une autre question, un autre défi de notre ère, la question foncière. Pour lever tout équivoque sur le sujet, l'Agence de gestion du foncier rural de Côte d'Ivoire entreprend des sessions d'information sur tout le territoire national. L'objet principal est la sécurisation. Dans la ville de Beaunois, la notabilité a été instruite sur les différences entre les procédures sur le foncier rural et le foncier urbain. On en parle avec Léon Pro. Peuvent disposer d'une terre en zone urbaine devant la loi, l'État ou les collectivités publiques ou encore les personnes physiques qui en détiennent un titre. Le contraire fait perdre tout avantage lié à la terre, selon l'émissaire de l'AFOR, l'agence de gestion du foncier rural, entretenant chef coutumier, propriétaire et gestionnaire terrien de Bongo et Beaunois sur la sécurisation foncière. Il y a la délimitation des territoires villageois. Cette opération est gratuite pour les communautés. Des projets initiés par l'AFOR, le PRESFOR, le PASSFOR et aussi les deux autres projets en cours en ce moment dans 19 régions en Côte d'Ivoire. Ces projets-là sont gratuits. Beaunois, une sous-préfecture à cheval entre le Grand Abidjan et la région du Sud Comoé, donc entre le foncier urbain du ressort du ministère de la Construction et le foncier rural géré par l'AFOR. Dans chacun de ces domaines, les transactions prévues par la loi aussi expliquées, de quoi prévenir les conflits. Un travail a été fait sur le foncier, il y a encore des conflits, mais nous pensons qu'avec les éléments que nous avons, nous allons arriver à réguler tout ce qui est conflit et à nous entendre avec nos frères Goua pour avancer. Auparavant, on peut peut-être donner des terres à des personnes sans contrat, sans rien. Et puis au fil des années, ça devient des problèmes parce qu'une plantation, vous dites partager en 2 ou en 3, à un moment donné, il y a une confusion. On ne sait pas si c'est la plantation que vous avez partagée ou bien c'est la terre. Donc l'AFOR, aujourd'hui, à travers cette conférence, nous a donné les limites à ne pas franchir. Prévention et gestion efficace des conflits fonciers, maîtrise de l'urbanisation, entre autres objectifs visés par cette sensibilisation à la sécurisation foncière, une opération en marge du Popo Carnaval de Beaunois. Et un dîner littéraire à présent. Ali Koulibaly, le grand chancelier de l'Ordre national, ouvre ses portes aux grandes plumes du continent africain. Une célébration des mots pour repenser nos politiques de promotion de la lecture. Ahmed Traoré. La 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, qui s'est déroulée du 6 au 10 mai, a tenu toutes ses promesses. Une édition réunissant les auteurs, éditeurs et autres acteurs de littérature. Ce sont 27 pays venus du monde francophone qui ont pris part à ce rendez-vous. Et la région du Cavali a pu valoriser son patrimoine culturel et littéraire. Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national et parrain de cette édition 2025, profite du dîner gala qu'il organise pour revenir sur les valeurs du livre. À travers les livres, qu'ils soient romans, essais, nouvelles, poèmes ou articles, nous découvrons l'histoire, les sciences, les cultures, les langues, les sociétés et leur génie. Lire nous aide à habiter le monde autrement. Et c'est cela l'esprit du Salon du Livre d'Abidjan dans cette 15e édition si particulière. C'est un acte politique, un geste de foi dans l'humain, une promesse d'avenir. Une édition permettant également aux pays d'outre-mer de s'exprimer. Les organisateurs de ce salon ont su comprendre que les racines ne sont jamais locales ou nationales seulement. Elles sont aussi par croisées, diasporiques, métissées. Elles parlent d'identité, oui, mais d'une identité ouverte, vivante, en mouvement. C'est pour cela que
cette édition a choisi de mettre à l'honneur nos frères et sœurs des territoires francophones d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin, Haïti. Pour le grand chancelier Ali Koulibaly, le Salon international du livre d'Abidjan, SILA, a pour objectif de renforcer la place de la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur du livre en Afrique et restaurer la littérature africaine dans toute sa grandeur. Voilà un événement, une initiative pour faire de la Côte d'Ivoire un phare de la lecture sur le continent africain. Des mots place maintenant aux notes musicales ancestrales avec cet instrument, le balafon, une véritable identité culturelle du peuple sénoufo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un instrument de bois sacré, il raconte l'âme des cultures sur chaque note. C'est un héritage vivant, patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2012 et sa fabrication obéit à certains rites. Malika Koulibaly, Adama Kéré et Issa Dambélé nous racontent tout ce qu'il faut pour sa mise en scène. Une histoire à découvrir dans ce dossier. En pays sénoufo, le balafon, instrument de musique inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2012. À Kouto, un village de la région de la Bagoué, la fabrication du balafon n'est plus insécure. Poussi Onfolo Kone, d'ailleurs président national des balafonistes de Côte d'Ivoire. Sa passion pour cet instrument de musique traditionnelle remonte à son enfance. Je peux dire que c'est un don. Puis quand j'étais petit, j'aimais balafon comme ça. Quand on nous met au champ comme ça, on attend de surveiller le champ, encore des chiens. Quand je dors, je vois qu'on attend de faire la fabrication des balafons. Des propos soutenus par un ami d'enfance. Sionfolo avait pour habitude de s'essayer au jeu de fabrication de balafon. Surtout quand on était au champ, on avait l'impression d'entendre les vrais balafons jouer. Fabriquer le balafon n'est pas une tâche facile. Il y a tout un rituel autour de l'extraction du bois. Le bois qui est là, s'il faut venir couper ça là, tu dois donner poulet. Donc c'est comme ça. On ne coupe pas bois de balafon comme ça au hasard. Si tu coupes comme ça au hasard, tu peux trouver un grand accident dedans. Il faut demander d'abord l'autorisation des génies. De retour à la maison, il observe le stock de bois prévu pour la fabrication du balafon. Tout ce que vous voyez là, c'est le bois de balafon. Donc c'est ça en fente. Notre balafoniste seront ensuite sur les lieux de la production. La chaîne de fabrication est ainsi dévoilée. C'est le magasin et c'est l'usine de balafon qui est là. Quand j'ai fini de tailler les lames ici, je les chauffe bien fumées et je les transporte pour aller à la maison. Je vais faire coupage, puis bien arrangé, bien lisé, accordail. Maintenant, j'attache, je fais tous les caracas, j'attache maintenant et puis je transporte ici pour venir faire les calebasses. C'est calebasses que vous voyez comme ça. Et puis attaché, puis c'est tout. C'était rempli, la maison était remplie, ils ont tout pris. Quand les gens commandent, je fabrique. Souvent aussi, je fabrique aussi pour déposer et puis les gens viennent payer. Ça là, ça vend. Sinon, ceux qui sont là avec les trucs là, c'est ça que je prends pour faire les spectacles. L'on distingue plusieurs types de balafons selon le spécialiste. Chaque type a son champ d'utilisation. Il y a plusieurs types de balafons en Sénégal. Le plus petit qui est là, on peut prendre ça pour orner la maison. Mais pas aussi ça. Il y a des gens qui peuvent prendre ça pour faire aussi un spectacle avec ça parce que le son est bien réglé. Le grand balafon, on peut prendre ça pour faire funérailles. On peut prendre ça pour accueillir le ministre, le président, on peut prendre ça pour accueillir. On peut aussi prendre ça pour faire mariage. Pour avoir un bon son de l'instrument musical traditionnel, il faut de la matière adaptée. Si le bois est trop fermé, ça ne va pas donner bon son. Si c'est trop ouvert aussi, ça ne donne pas bon son. Les commandes se font aussi bien au niveau national qu'à l'international. Il y a des gens qui quittent même dans le grand pays pour venir payer balafon ici avec moi pour aller au niveau de Côte d'Ivoire. En tout cas, tout le monde vient payer. Le balafon est l'instrument de la musique traditionnelle leader chez le peuple sénoufo. Pérenniser et vulgariser ce riche patrimoine culturel reste le défi à relever. Des initiatives sont donc prises dans ce sens pour sauvegarder l'expression d'art culturel. C'est le cas du Djegele Festival. Mais aussi la création d'une école de balafon en chantier à Kouto dont la date de livraison est prévue en fin d'année 2025. C'est une école moderne aux caractéristiques particulières. Il est prévu que jusqu'en fin d'année, l'école, en fait, tout ce qui est construction soit prête. Puis on va maintenant voir les différents curricula de formation pour que ce soit vraiment une école moderne qui va allier en même temps
tradition et modernité. Dans ce type de temple du savoir, le programme d'études est spécifique. La production sera livrée aussi via le numérique. Une école où non seulement sera enseignée la fabrication du balafon, le jeu du balafon, et en même temps, nous sommes à l'ère du numérique. Des instruments qui seront fabriqués là seront vendus et de manière numérique. Dans le souci de préserver le patrimoine culturel du balafon, la jeunesse est invitée à s'intéresser à la formation. Je conseille les jeunes gens, quand l'école va finir, les gens n'ont qu'à venir faire la formation des balafons. Là, je vais les former bien. Sinon, à l'air là, eux n'ont pas courage parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien dedans. Lors de la 7e session annuelle du comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui s'est tenue le 5 décembre 2012 à Paris, le balafon Sénoufo a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette inscription procède d'une candidature multinationale présentée par la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le balafon a besoin d'être. Et la musique transcende les générations. Bob Marley en est un exemple vivant. 44 ans après sa disparition, sa voix du reggae, mais aussi sur la justice sociale, marque encore les vies, les mélomanes et les amoureux du reggae d'ici et dans le monde. Son message reste vivant dans les mémoires collectives. Et à Boaké, Laure Goretti et Charles Tatou racontent la commémoration. Le reggae est un genre musical issu du ska et du rocktide, né au début des années 60 en Jamaïque, où l'une des expressions musicales les plus populaires. Le reggae devient une musique mondialement connue dans les années 70 dans le sillage du succès de Bob Marley et s'impose comme un style musical porteur d'une culture. Un peu partout dans le monde, Bob Marley impacte la jeunesse à travers le style, les textes et la musique. Le reggae, c'est une musique de combat, c'est la musique des sans-voix, c'est la musique qui dénonce, c'est la musique qui éveille les consciences. C'est une musique qui vient un peu du ghetto. Quand on dit ghetto, ça dit que ça vient des quartiers précaires. En Côte d'Ivoire, plusieurs artistes épousent ce style musical avec des titres à succès. Alpha Blondy, Tikeldia Fakoli et bien d'autres. Life is a sacrifice, and I know now. Une partie de l'Empire sous se trouva dans l'Empire. Une partie de l'Empire mandé. Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, né le 6 février 1945 à Nine Mill en Jamaïque, est mort à 36 ans le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis, des suites d'un cancer. Depuis, le 11 mai est devenu la date d'hommage à Bob Marley par le reggae. On ne commémore pas le décès de Bob Marley, mais à travers lui, on célèbre la vie. La vie parce que Robert Nesta Marley, c'est celui-là même qui a fait sortir véritablement le reggae. Aujourd'hui, c'est une grande fête en tant que fan et mélomane de cette musique reggae qui traverse le monde. Depuis donc des décennies, les adeptes du reggae font de la date du 11 mai une date mémorable. Ici, dans le Béquet, les spectacles s'initient chaque année pour rendre hommage à Bob Marley. Dans le Béquet, on a décidé de faire promouvoir cette musique-là que nous aimons bien, voilà, pour que la population de Boaké puisse vraiment en bénéficier. Nous sommes promoteurs du spectacle ici, véritablement un festival qu'on appelle Boaké Reggae Festival, qui fait la promotion donc de la ville de Boaké pour appeler donc la population à l'unité. 44 ans après le décès du propulseur, le reggae reste une musique d'actualité. Aujourd'hui, c'est un peu comme s'il était encore vivant, parce que son message est toujours là, son héritage est toujours là. Le reggae est parti encore plus haut après la mort de Bob Marley. Comme on le dit, on le relaie toujours avec nos populations pour ne pas que ça meure. Pour certains adeptes, le reggae ne devrait plus être associé à une image sombre de délinquance ou de drogue. Ne voyons pas le reggae comme un mouvement où on ne parle que de drogue.
c'est le message qui nous retient et qui fait que nous aimons le reggae. Donc ce n'est pas une musique pour une dépravation des esprits, mais c'est une musique de conscientisation. Aujourd'hui, dans bien d'espaces, la musique n'est réduite qu'à son aspect divertissement. Mais le reggae est la musique qui réunit tous ces aspects en même temps. Non seulement divertit, informe, éduque, sensibilise. Le reggae est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et le rythme du reggae à Abidjan, de Cocody à Adjamé, les mélomanes étaient réunis au menu concert, sound system, tenue rasta, création artisanale, dreadlocks et roots vibration, une culture peace and love racontée par Abigail Niava et Abou Sanogo. Genre musical né en Jamaïque au début des années 1960, le reggae s'est forgé une réputation de musique des opprimés. Il aborde plusieurs thèmes souvent liés à des questions politiques et sociales. Le reggae est avant tout une musique d'amour. Le reggae est aussi une musique qui revendique. Le reggae est une musique de vérité. Le reggae est une musique de conscientisation, d'éveil de conscience. Le reggae, c'est une musique qui s'engage. C'est une musique qui s'engage, mais surtout qui s'engage pour les bonnes causes et non pour des individus. Avec ses rythmes captivants et ses paroles profondes, le reggae a dépassé les frontières et captivé les publics du monde entier. From the Bible to the Quran, a revelation in Jerusalem, Shalom. À Abidjan, troisième capitale mondiale du reggae, comme partout en Côte d'Ivoire, cette musique occupe une place de choix dans le cœur des populations. La musique reggae se porte bien. C'est une musique de lumière, de développement, de sagesse, de spiritualité, de bien-aisance. C'est l'une des musiques les plus écoutées au monde. D'ailleurs, en 2018, l'UNESCO classe le reggae au patrimoine immatériel de l'humanité. Ce 11 mai, la communauté Rasta, le reggae-phile et les adeptes de cette musique célèbrent Robert Nesta Marley, dit Bob Marley ou encore Berhan Selassie, le musicien le plus connu du reggae. L'icône est décédé le 11 mai 1981 à Miami d'un cancer, celui-là même qui a permis à cette musique de connaître un succès planétaire. On sait tous ce que Bob Marley a apporté à cette musique-là. Il a donné la force à cette musique-là de s'imposer un peu partout dans le monde. Donc cet hommage qu'on lui rend ce 11 mai qui matérialise le jour de sa mort, c'est quelque chose à saluer. C'est pour dire que sa mission était divine. Il a posé des actes assez forts et c'est ce qui lui permet de rester gravé dans la mémoire de tout le monde. On ne fête pas la mort, hein. C'est un mémorial, c'est aussi une reconnaissance d'un grand homme comme Bob Marley qui a mis le reggae à un certain niveau. Et donc ça permet aux hommes de marquer une pause, de prendre conscience de leur existence avec cette musique qui te permet de te bâtir, de te réaliser, d'être un homme de lumière de demain. Ce 11 mai, le reggae est au rendez-vous sur toutes les plateformes, les chaînes et dans les grands espaces. Voilà Bob Marley. Une histoire. Nous partons à présent dans l'est de la Côte d'Ivoire pour le carnaval Kotobi Ngoa, un cadre de promotion de la cohésion et de développement autour d'activités ludiques, sportives et culturelles. Nous sommes dans le département d'Ara avec Régis Kofi. C'est jour de fête à Kotobi, dans le département de Ara, région du Morono. Ce dimanche, c'est l'apothéose du carnaval Kotobi Ngoa, une 5e édition qui redonne des couleurs à ce chef-lieu de commune. Pendant 3 jours, plusieurs activités ont animé Kotobi et sa jeunesse. La jeunesse qui met en avant la cohésion au travers de la culture et du sport. Nous avons retenu vraiment un message de cohésion sociale, de paix et vraiment d'amour envers toute la jeunesse de Kotobi et aussi de la région du Morono. Nous faisons cette initiative pour pouvoir essayer de promouvoir la ville de Kotobi et donner une visibilité à la ville de Kotobi. Kotobi et ses voisins ont communié autour d'un marathon, un tournoi de football et plusieurs concours, dont la Oulaba et la gastronomie. Le clou des festivités a été sans doute la grande parade. Ce qui m'a plus marqué, c'est l'engouement du peuple, la joie de tout un chacun, et puis surtout la fête même. Chaque année,
les garçons se déguisent en femmes et puis les femmes se déguisent en garçons. Voilà, les garçons portent les perruques, portent les jupes, les habits de femmes, tout et tout. Nous sommes là pour juste nous amuser, pour la cohésion, la paix. Objectif atteint par cette 5e édition, une satisfaction partagée par le parrain. Durant ces 3 jours, toute la population tout entière se déplace de façon bien organisée à venir au concert, à venir écouter le message des élus et cadres. C'est un moment de joie qui nous anime. Avec plus de 16 000 âmes, Kotobi ne veut pas rater le train du développement qui, lui, passe par la case cohésion. Les événements de ce type que nourrissent le tourisme intérieur. Et à Agboville, c'est une véritable politique de développement du tourisme qui se prépare. Professionnels, institutionnels, experts et populations construisent une identité touristique de l'Agné-Bichiassa, une vision que rapporte Godefroy Okambawa. Construire et promouvoir la destination touristique de l'Agné-Bichiassa en valorisant ses potentialités. C'est l'objectif de ce forum initié par le Conseil régional en partenariat avec Côte d'Ivoire Tourisme. Acteurs institutionnels, professionnels du secteur, experts et populations locales, tous s'accordent qu'il faut donner un nouveau visage au tourisme dans la région. Au niveau socio-culturel, c'est les Agnis, les Abais, les Abidji, tous les étrangers qui viennent des pays limitrophes et qui, grâce justement à la prospérité, je dirais, naturelle de l'Agné-Bichiassa, se sont installés ici. C'est un pluralisme qui fait qu'on a besoin de connaître chaque catégorie sociale avec ses particularités. Je suis satisfait parce qu'il y a longtemps, nous rêvons vendre la destination Agnébi. Chacun y gagne, et les transporteurs, et les tenanciers des maquis, les hôteliers. Se réjouissant de la richesse touristique dont dispose la région, le président du conseil régional de l'Agné-Bichiassa, Pierre Demba, en partenariat avec Côte d'Ivoire Tourisme, a souligné l'urgence dans le renforcement de la compétitivité afin de développer et de proposer des produits et services attractifs. J'espère que nous allons pouvoir proposer des solutions intéressantes pour aller vite à M. le Président du Conseil régional afin que cette belle région, qui regorge d'un potentiel touristique extraordinaire, arrive à rayonner. Il s'agit donc d'une représentation ambitieuse, réaliste et partagée de l'avenir touristique du territoire de l'Agné-Bichiassa, qui servira de cas de référence pour le développement du tourisme dans notre région. Nous pouvons donc en déduire que la vision touristique de notre territoire est une projection stratégique à long terme qui exprimera ce que la destination souhaite devenir en matière de tourisme. Elle reflète les aspirations collectives des acteurs du territoire, les valeurs identitaires locales, les ressources disponibles et les attentes des visiteurs. Tiasalé, Sikensi, Tabo et Agboville, des futures destinations du tourisme dans la région de l'Agné-Bichiassa. Le développement, c'est aussi apporter aux populations des réponses à leurs besoins primaires, tels que répondre aux besoins d'éducation. Et à ce titre, un projet de construction et d'équipement des lycées et internats de jeunes filles, financé donc par la Banque ouest-africaine de développement, est lancé officiellement. Un programme qui a également présenté le plan de travail annuel budgétisé à cette occasion. Donc une nouvelle offre qui vise à renforcer une scolarisation d'excellence et accroître le taux d'achèvement dans la scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire, suivant ce reportage de Nadège Kassi et Didier Nguessa. Offrir aux jeunes filles un cadre d'excellence pour apprendre, s'épanouir et rêver grand. C'est l'ambition du projet PSELFI BOAD. Le comité de pilotage, présidé par la ministre Maria Toukone, est en pleine réflexion sur la construction et l'équipement de 5 établissements d'excellence avec internat dans les villes d'Abangro, Divo, Korogo, Man et Bouna. L'état d'exécution aujourd'hui, c'est que les marchés ont été approuvés en avril 2025. Et donc les entreprises ont véritablement démarré sur le chantier. À Korogo, nous sommes à 15%. Et sur les autres sites, les entreprises sont en train de s'installer au fur et à mesure.
Et nous espérons que d'ici la fin de l'année, on aura véritablement les bâtiments sur l'ensemble des sites. Soutenu par la BOAD, le projet bénéficie d'un financement de plus de 44 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui traduit l'engagement du gouvernement à renforcer l'accès des jeunes filles à une éducation de qualité. Les travaux avancent, nous en sommes satisfaits, la population attend, les Ivoiriens attendent, le président de la République attend. C'est une promesse qui a été faite par le président de la République et une promesse qui va être respectée. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ce programme est un levier essentiel pour valoriser la place de la jeune fille dans le système éducatif. À cela s'ajoute un volet formation continue qui prévoit de renforcer les compétences de 400 chefs d'établissement et au moins 600 éducateurs. Des projets porteurs pour la population ivoirienne. L'actualité internationale, à présent, les États-Unis et la Chine s'accordent pour baisser fortement les droits de douane punitifs de 115 points de pourcentage après des négociations qui auront duré tout le week-end. Chaque partie a noté des progrès à l'issue donc de ces discussions et annonce la suspension pour 90 jours d'une partie de leurs droits de douane punitifs. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 20h, retrouvez Marie-Laure Goran pour d'autres informations d'ici et du monde. Et je vous retrouve demain à 13h pour une autre édition. Bon après-midi.